Bonjour à tous les amis et bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui nous allons parler de supraconductivité. Mais qu'est-ce que ce phénomène incroyable qui a bouleversé le monde de la physique? Pourquoi s'applique-t-elle à des conditions extrêmes de température et comment a-t-elle été découverte? Voici des questions auxquelles nous essayerons de répondre aujourd'hui. La lévitation magnétique ou encore la résistance nulle, voici des applications phénoménales de la supraconductivité. Nous essayerons de comprendre tous ces phénomènes extraordinaires juste après cette courte vidéo. La physique s'intéresse aux propriétés fondamentales de la matière. Elle essaie de comprendre les phénomènes qui apparaissent parfois dans des conditions extrêmes de température et de pression. C'est ainsi que les chercheurs étudient les matériaux dits supraconducteurs, dont une des manifestations spectaculaires est la lévitation magnétique. Un supraconducteur est un conducteur électrique qui a la particularité de voir sa résistance électrique chuter à zéro quand on abaisse très fortement sa température. Ainsi, un courant électrique pourra le traverser sans perte et sans échauffement. C'est ce que découvrit de façon inattendue en 1911 le physicien hollandais Eik Kamerlingh-Onnes, un spécialiste de la cryogénie qui avait créé un véritable laboratoire académique. 3 ans plus tôt, il avait réussi à liquéfier l'hélium à moins 269 degrés Celsius. Il ouvrait la porte à la recherche des très basses températures jamais atteintes jusque-là. En étudiant le mercure avec ce liquide ultra froid, il constata que sa résistivité diminuait brutalement pour devenir nulle à seulement 4 degrés du zéro absolu. Le mercure était devenu supraconducteur. Étonnant, n'est-ce pas? Nous avons constaté que la supraconductivité se manifeste à très basse température. Ainsi, les matériaux deviennent supraconducteurs et adoptent des propriétés tout à fait étonnantes. Les propriétés électriques et magnétiques changent alors radicalement pour développer des phénomènes tels que la résistance nulle ou la lévitation. Mais alors, pourquoi ces phénomènes s'appliquent à très basse température? Comment fait-on pour obtenir un supraconducteur? Réponse avec Marcel dans son laboratoire. Merci Jamy et bienvenue dans mon laboratoire. Le froid, un facteur essentiel. Le mercure est le métal où pour la première fois la supraconductivité a été observée. Pour cela, il a fallu le refroidir jusqu'à moins 269 degrés, très près du zéro absolu. Le meilleur des supraconducteurs actuellement connus ne le devient qu'en dessous de moins 135 degrés. La physique des supraconducteurs est donc intimement liée au domaine des très basses températures, auxquelles on accède en utilisant des techniques de refroidissement liées aux liquides cryogéniques comme l'azote ou l'hélium liquide, ou d'autres méthodes toujours plus sophistiquées. Mais alors, que représente le froid au niveau des atomes? Afin de bien comprendre l'importance du froid pour la supraconductivité, rappelons ce qu'est la température. Pour les physiciens, la température c'est la mesure de l'agitation des particules. Dans la matière qui nous constitue, plus la température est élevée, plus les atomes sont éloignés les uns des autres et bougent beaucoup. Lorsque l'on refroidit fortement la matière, les atomes tendent à ne plus bouger. Ainsi, si l'on refroidit très fortement certains matériaux et que leurs atomes ne bougent plus, alors ils deviennent supraconducteurs. De très basses températures permettent donc à certains matériaux de devenir supraconducteurs. Regardons maintenant de plus près les phénomènes qu'ils induisent. L'une des principales propriétés des supras est la résistance nulle. Mais qu'est-ce donc? Professeur, pouvez-vous nous en dire plus? Tout d'abord, définissons qu'est-ce que la résistance électrique. Quand on fait passer du courant électrique dans un matériau, celui-ci résiste. En effet, les électrons responsables du courant électrique subissent des chocs qui les ralentissent. C'est ce qu'on appelle la résistance électrique. Mais dans un supraconducteur, il n'y a plus aucune résistance électrique et plus d'échauffement. Un phénomène incompréhensible si on se limite à ce qu'on avait compris dans les métaux. À l'échelle microscopique, la physique quantique nous apprend que dans un métal, les électrons, ici en rouge, se comportent comme des ondes périodiques étalées sur plusieurs atomes indépendants les uns des autres. Dès qu'un défaut se présente, ou que l'un des atomes du réseau cristallin vibre, ces ondes sont perturbées. À très basse température, quand un métal devient supraconducteur, ces électrons s'associent par paires. Toutes les paires d'électrons se superposent alors les unes aux autres pour former une seule onde quantique qui occupe tout le matériau. Cette onde, tout à fait particulière, devient insensible aux défauts du matériau. Ils sont trop petits pour freiner l'ensemble de l'onde, la résistance électrique a disparu.
Ainsi, dans un supraconducteur, la résistance électrique est strictement nulle. Un courant électrique pourra continuer à circuler indéfiniment dans un anneau supraconducteur, même une fois que la pile a été débranchée. C'est comme cela que l'on crée des champs magnétiques dans par exemple les irréels. Mais je lévite comme un aimant, que se passe-t-il? Professeur, pouvez-vous nous expliquer la lévitation magnétique? En effet, la lévitation est surprenante. Dans un supraconducteur, deux effets différents permettent de faire léviter un aimant. L'effet Meissner et le piégeage des vortex. L'effet Meissner va repousser l'aimant du supraconducteur, alors que le piégeage des vortex va maintenir l'aimant à l'endroit où il se trouvait quand le supraconducteur a été refroidi. Autrement dit, l'un repousse et l'autre piège, sans attirer pour autant. On observe l'un ou l'autre de ces effets selon la nature du matériau et la force de l'aimant. Pour permettre cet effet Meissner, quand le matériau devient supraconducteur, alors qu'un champ magnétique est présent, des boucles de courant électrique vont apparaître spontanément à la surface de l'échantillon. De tels courants qui tournent en rond créent un champ magnétique, comme dans un électroaimant. Ces courants s'ajustent de façon à exactement compenser, à l'intérieur du supraconducteur, le champ magnétique appliqué. Le champ magnétique total devient donc nul dans le volume de l'échantillon, et le supraconducteur est ainsi protégé, hormis à la surface de l'échantillon où les courants se développent. Grâce à ces supercourants, le superconducteur a pu expulser le champ magnétique. Comme il n'y a pas de résistance électrique dans un supraconducteur, ces courants peuvent exister perpétuellement sans consommer d'énergie. Quand le champ présent dans l'échantillon est dû à un aimant, le champ magnétique créé par ces supercourants va exercer une force sur cet aimant et va le repousser. L'aimant va donc se mettre à léviter à une distance qui marque l'équilibre entre la force de répulsion et le poids de l'aimant attiré par la gravité. Voici trois images pour vous expliquer le fonctionnement. Les flèches noires représentent le champ magnétique extérieur appliqué sur l'échantillon supraconducteur. Des courants apparaissent à la surface du supraconducteur, ici en rouge. Ces courants créent un champ magnétique. Le champ magnétique extérieur n'est pas représenté. Le champ magnétique total est la somme du champ appliqué et du champ qui apparaît en réaction. Dans le volume du supraconducteur, le champ magnétique est nul. À la différence de l'effet Meissner, dans certains cas, c'est le piégeage des vortex qui est responsable de la lévitation d'un aimant. Alors que l'effet Meissner repousse l'aimant du supraconducteur quand il est refroidi, le piégeage des vortex va maintenir l'aimant à l'endroit où il se trouvait quand le supraconducteur a été refroidi. En effet, dans certaines conditions, le supraconducteur préfère parfois laisser le champ magnétique le long de petites colonnes appelées vortex plutôt que de l'expulser complètement. Ces vortex se placent en face de l'aimant et dessinent comme une image magnétique de celui-ci. Dans certains cas, les vortex, une fois en place, vont rester piégés dans leur position et ne pourront plus bouger. C'est cet effet qui fixe la position de l'aimant face à son empreinte créée par les vortex. C'est aussi ce qui l'accroche au supraconducteur, même en lévitation. On peut même dans certains cas retourner à l'envers le supraconducteur et l'aimant flottera sous celui-ci, toujours retenu par la présence des vortex. On peut ainsi fabriquer toutes sortes de trains ou hula-hoop étranges.